Est-ce que vous appartenez à une grande communauté sur internet ou êtes-vous membre d'un grand fandom? Car moi, Oui. et quand la communauté est suffisamment grande, j'ai pu observer qu'une sorte de microcosme se forme avec ses lois et son ambiance. C'est comme un énorme village où vous avez vos dramas, vos potins et des groupes qui se forment en fonction des mentalités ou des centres d'intérêt, et parfois vous pouvez penser qu'il est compliqué de s'y intégrer. Par ailleurs, dans le dit microcosme, j'ai observé que vous avez aussi les stars, ceux qui se démarquent, ces gens inatteignables. Là où ils se prennent pas pour de la merde, quoi, qui se foutent de votre gueule, qui restent entre eux, et on m'a déjà dit ceci. Et ben voilà, t'essayes de faire connaissance et comme d'habitude ça te fout des vents. Et de toute façon, dans les rares cas où ils te répondent, on sent bien qu'ils s'en battent les couilles de toi. Alors peut-être que vous vous reconnaîtrez dans cette phrase, et dans ce cas-là, tu te calmes déjà, mais sachez qu'à force de voir ce phénomène, ces gens que j'ai souvent vu râler sur les conversations ou en privé, ça m'a fait pas mal cogiter en fait. Et j'ai vu ça tellement de fois, et je ne vois absolument personne qui en parle, ça m'en fout. Alors du coup on va en parler, parce que tout le monde s'en bat les couilles, et je pense que tout le monde va toujours s'en battre les couilles, mais on va en parler quand même. Sous le terme popu, j'évoque via un terme cynique et méprisant cette catégorie de personnes que certains perçoivent comme inatteignables d'une manière ou d'une autre dans la communauté à laquelle ils appartiennent. Parfois, ce sont ceux qui ont performé d'une manière ou d'une autre dans ce qui fait le centre d'intérêt de la communauté, comme par exemple un très bon performeur dans une communauté de cosplayers, que ça soit dans la création du costume ou dans le jeu d'acting, ou tout simplement un cosplayer qui a fait l'acquisition d'un très beau costume. Alors, c'est juste une hypothèse pour donner un exemple, je n'en ai aucune idée parce que je ne suis pas dans la communauté, mais je suppose que ça peut se passer comme ça. Et parfois, ce sont juste des gens qui gèrent socialement, qui sont là depuis longtemps, voire le début, et qui ont fait un buzz. Alors, pour la plupart d'entre vous, ces gens sont soit intimidants, soit inspirants, ça dépend, c'est selon, mais pour le reste, c'est soit la neutralité, soit c'est le mépris total. Et j'observe ce mépris souvent chez ceux qui se sentent invisibles. Quelques exemples de souvenirs que j'ai de ma communauté. Il essaye de fréquenter la jet set pour gratter la fame. Il reste entre gens qui ont de la thune. Il s'intéresse qu'à ceux qu'ils peuvent baiser. Celui-là est pique quand même. Si tu n'es pas son client ou un futur client, il ne s'intéressera pas à toi. Et ça, cette phrase, elle m'était destinée. À noter que la personne que j'ai vu dire ça, je ne la connaissais pas, elle ne m'avait jamais parlé. Alors ici, nous allons apprendre à nuancer car je déteste les points de vue entièrement noirs ou entièrement blancs comme je vois souvent sur les réseaux sociaux, de la part de ceux en quête d'identité forte et qui expriment leur opinion super tranchée sur X ou Twitter, je sais plus. Et pour répondre à notre question, nous avons chapeau, le accent circonflexe tout gentil tout nouveau, qui veut faire connaissance et avoir des amis, et il voit quelqu'un, il a plein de likes sur Twitter, il entame la conversation, Et là, il lui écrit. Ok, alors, il se passe quoi? Il y a des chances pour que notre ancien de sa communauté soit instablasé. Alors en vrai, aucun reproche envers Monsieur Chapeau. J'utilise ce terme pour regrouper ces gens qui sont du genre à être un peu maladroits, mais qui ont le cœur sur la main en général, qui sont sincères et avenants. Mais en général, ces habitués qui ont parfois une certaine notoriété, ils ont déjà pas mal de potes d'une manière ou d'une autre. Donc ils ont moins ce besoin d'avoir des nouveaux potes au même titre que les nouveaux fraîchement débarqués. Il se peut qu'ils soient possiblement déjà, entre guillemets, comblés. On est humain et à partir d'un certain quota, si on a trop de proches, on ne sait plus les gérer. Et plus tu as de proches, plus il te faut de l'énergie aussi. Et c'est ce qui se passe là. En général, ceux qui ont de la bouteille dans le D-Fandom, ils ouvrent Telegram ou Discord et là, ils ont 7 à 8 personnes qui leur parlent en se réveillant le matin. Ce qui fait qu'ils n'ont plus besoin d'engager de conversation car on va déjà leur parler. C'est d'ailleurs ainsi qu'on voit si une personne gagne en popularité ou pas. Si avant elle venait vous parler mais plus maintenant, c'est probablement pour cette raison. Pas toujours, mais c'est possible. Ou alors c'est parce que vous êtes insupportable, mais ça c'est une autre histoire. Le second symptôme qui arrive parfois, c'est quand la personne est moins stimulée par les réseaux sociaux. Pour certaines personnes, c'est devenu une routine, une lassitude. Et elle mettra souvent message perso, slow reply. Mon anglais il est parfait. Ça fait un peu problème de riche en fait. Plus largement, un exemple concret exagéré, si l'on est, imaginez si les youtubeurs célèbres devaient répondre à tous ceux qui leur parlent. Il y a un point de saturation, et ils oublient leur MP, car c'est trop, Au bout d'un moment, ils ne regardent même plus leur MP. Bien dans le cadre des popus d'une communauté, c'est à bien plus petite échelle, mais ça reste à peu près la même chose. Du coup, fatalement, avec le temps, certains cernent ce qu'ils veulent, ce qu'ils cherchent, et préfèrent concentrer leur énergie sur un petit nombre de personnes. Et quand ils savent qu'ils peuvent avoir plein d'opportunités, c'est là qu'ils deviennent élitistes. Le second phénomène qui se passe, c'est la perte de curiosité. Force du temps, tu commences à connaître les modes de fonctionnement et les patterns des gens, tu es de moins en moins surpris. D'ailleurs, plus tu vieillis, plus tu restes sur tes piliers. Quand tu es petit, tu joues avec tous les jeux vidéo, tu es ouvert, curieux, t'es pas très regardant, tu t'amuses avec tout, mais plus tu vieillis,
plus tu deviens un putain d'élitiste et tu restes sur tes valeurs sûres. Tu fais plus attention au graphisme, tu as une analyse méta plus poussée. C'est pareil avec les films, hein. Plus tu en regardes, plus tu es exigeant et quand c'est trop prévisible, bah tu fais ton vieux con. On pourrait attribuer plusieurs termes à ça. La désensibilisation, à savoir le fait d'être moins sensible à force d'être exposé encore et encore au même pattern. Ou alors une sorte d'accoutumance qui reprend encore cette notion d'habitude et qui implique que l'on veuille des expériences de plus en plus intenses. Et du coup, on en vient à chercher l'originalité, le surprenant, qui contre les patterns et les schémas habituels qu'on a l'habitude de voir. On veut de nouveau avoir des étoiles dans les yeux, comme quand on était jeune, là où on ne connaissait rien, là où on n'avait aucun modèle, aucun référent, et où tout était nouveau pour nous. Et bien là, même si c'est pas exactement pareil, pour les gens, on se rapproche de ça au niveau social. Déjà au début, sur les réseaux sociaux, les chats, quand tu connais pas et que tu entames des chats, bah tu kiffes, c'est nouveau. Mais au bout d'un moment, bah tu commences à avoir la flemme. Pour la plupart des gens en tout cas. T'as la flemme de répondre toujours à la même question. Ça va? Quoi de neuf? T'as la flemme. T'as la flemme d'écrire carrément. C'est comme une bouncing ball. Bah tu joues une fois avec, tu joues deux fois. C'est marrant, c'est rigolo, ça rebondit. Mais au bout d'un moment, bah c'est chiant. Enfin, t'as plus envie de jouer avec ta putain de bouncing ball. Bah là c'est pareil. Au bout d'un moment, à force d'écrire, à force d'aller dans les chats, bah tu commences à t'y habituer. L'amusement commence à devenir un outil. Et à partir de ce moment-là, t'as la flemme d'écrire pour ne rien dire. Du coup là, ton coucou ça va. Quand tu abordes quelqu'un comme ça là, bah le mec blasé ancien du fandom, il se dit, ok alors là, ça sent la conversation creuse pour devenir mon ami en mode Tinky Winky avec sa mère de small talk et de chiasse là, la pure flemme, mes couilles sur ton front. Chose que toi là, chapeau, il est normal que tu ne comprennes pas sa réaction. Tu es une petite fleur innocente qui s'ouvre, tu débutes, tu es amical et tu n'as pas encore développé ta sphère sociale. Tu es encore stimulé par les réseaux sociaux. Il se peut même que tu n'aies pas beaucoup l'habitude des interactions sociales donc tu ne sais pas trop comment faire. Ah mais non, reviens, blush pas, je vais t'aider là. Ce que je dis là c'est vraiment con mais c'est réel. Une personne qui est assez populaire est submergée par les relations sociales. Et du coup, ce qui était un plaisir peut devenir un petit peu ennuyeux. Donc c'est pour ça qu'il devient élitiste et qu'il privilégie les conversations les plus intéressantes avec les personnes qui l'estiment être les plus intéressantes. Tandis qu'une personne normale, hein, juste normale, qui a pas des relations sociales tout le temps, et qui n'est pas submergée par un nombre de conversations incommensurables, bah dès qu'il en a une, ça lui reste agréable parce que c'est une fois de temps en temps. Si je devais faire une métaphore avec les bonbons, c'est comme si t'avais deux enfants, un à qui tu donnes un bonbon de temps en temps, toujours le même, mais vu que c'est de temps en temps, ça va. Et l'autre enfant, il est pourri gâté, on lui donne un nombre de bonbons incommensurable, bah au bout d'un moment, non seulement il va terminer par être dégoûté, et après il va légitimer une à deux marques de bonbons. Il va devenir un élitiste des bonbons. Mais du coup, Père Castor, avons-nous une solution? Bah alors, je ne suis pas psychologue, mais je dirais que mieux comprendre le phénomène permettra probablement de progresser. J'ai probablement proposé des bribes de solutions, mais avant d'aller plus loin, disclaimer. Ne prenez pas tout ce que j'ai dit ou tout ce que je vais dire pour une généralité. Je vais surtout parler pour ceux qui se demandent parfois pourquoi ils se sentent invisibles et qui ont parfois l'impression de n'intéresser personne, de ne pas savoir comment débloquer l'intérêt de certaines personnes, ou qui ont juste l'impression de n'intéresser personne, mais c'est juste que sans le vouloir, ils vont vers les blasés justement. Au final, si vous auriez eu tendance à croire que c'est chapeau qui passe pour un casse-couille, eh bien ce n'est pas le cas du tout, bien au contraire. En général, vous êtes des gens qui avaient le cœur sur la main, comme déjà dit, et cette vidéo est là pour vous dire pourquoi certaines personnes vous semblent inaccessibles, malgré vous en général. Il y a comme certaines choses à redire pour chacun des deux côtés, hein. On va parler de l'un, puis de l'autre. Ce ne sont pas les blasés, les victimes. On va parler du premier contact, à l'écrit. C'est un sujet super large. Il se peut que vos soucis viennent d'ailleurs, donc ne prenez pas ce que je vais dire pour argent comptant. Reste que c'est possiblement utile ou bon à prendre, vous me direz ce que vous en pensez, mais en attendant, allons-y. Bon, je pense que ce que je vais vous dire, vous vous en doutez, mais IRL. Le premier message que vous adressez aux gens, c'est pas ce que vous dites, non. C'est votre apparence, ce à quoi vous ressemblez. C'est aussi votre gestuelle, votre comportement, enfin, la première chose qu'on voit chez vous, quoi. C'est la première chose que votre interlocuteur voit. Et ben, sur Internet, c'est votre photo de profil, votre bio et votre pseudo que la personne va voir. Vous avez l'image sur la couverture, le titre et la quatrième de couverture, le texte au dos du livre, là. Du coup, les amis, on va faire un test. Je vais vous présenter une série de pseudos et d'avatars réels. C'est des pseudos et des avatars que j'ai vus en vrai, et vous allez essayer de comprendre ce que ça vous inspire. Alors du coup, attention, premier participant de notre défilé. Alors, lui, putain lui, bon en fait c'est sur Discord, et dès qu'il parlait, son
putain d'avatar bouger comme ça. C'est absolument insupportable. Et je pense que vous voyez directement à peu près quel genre de personnalité est associé à ce combo, quoi. C'est un putain de gros troll. Il va juste venir vous dire de la merde. Et même que parfois, il est complètement inintéressant. Et c'est son but. Il le sait, mais il dira quand même toute sa merde jusqu'à ce que l'intégralité de votre cerveau soit remplie de merde. Bon, voilà, c'était un test. En soi, avec cette personnalité, il n'y a rien de problématique, il est marrant, c'est un pote. Mais comme vous pouvez le voir, il a pas choisi son pseudo et son avatar au pif. C'est un troll gentil, mais un troll quand même. Et il s'annonce comme tel. Je pense que vous commencez à savoir où je vais en venir, mais d'abord, je vais vous présenter un second personnage. Pas piquer des hannetons, attention. Je sais. Et je sais que vous savez. Et je sais que vous savez que je sais. C'est elle. C'est elle qui va répondre à chacun de vos posts. Lumineuse journée, que Dieu vous protège, bisous. Martine, smiley amoureux, smiley bisous, bouche, carré de fromage. Alors Martine, excuse-moi, mais pourquoi tu signes de ton prénom alors qu'il est juste au-dessus, putain de pour de l'humain? Donc dans le même genre, nous avons Jean-Pierre, qui signe Jean-Pierre à la fin. C'est dans quel but? Est-ce que tu ne chercherais pas à donner un côté formel à tes messages? Mais pourquoi tu fais ça, Jean-Pierre? En plus, tous tes messages étaient dignes de ceux qui refont le monde PMU, putain. Bon, on va se calmer. De toute façon, il ne s'appelait pas Jean-Pierre et il ne verra jamais cette vidéo. Donc on va en revenir à Martine et son ambiance Facebook. C'est un peu la jeune mamie qui s'est accommodée à son réseau social, qui joue à Candy Crush. Mais ça me permet de soulever un premier souci, qui est assez mineur en soi, mais je tiens à le signaler. Pourquoi un ciel en avatar? Wait. Alors si vous avez rigolé, vous irez en enfer comme moi. Bon, n'allez pas la chercher, elle n'existe pas, Martine est un exemple fictif. Et cet exemple, je la tiens d'une personne qui est en parfaite santé. En gros, quand je vois ça, moi j'ai envie de mettre l'avatar d'une table. Je m'identifie à une table, et je vois pas en quoi ça pose problème. Mais bon, en vrai ça va, on leur pardonne, c'est l'ancienne génération, c'est mignon. Souvent, ils s'identifient à une fleur. Mais allez, ça va. Reste qu'encore une fois, votre avatar, votre bio, votre pseudo, ça donne un feeling, ça donne un premier message à votre interlocuteur. À ce titre, j'en viens au cœur du propos et je vais vous présenter le troisième candidat qui est bien plus sérieux. Alors là, quand une personne vient vous parler avec ça, vous savez de base que ça ne va pas être la fête. Perso, c'est seul, dépression, personne à qui parler, 3 petits points. Les 3 petits points, c'est assez courant quand même. Bon, à votre avis, si vous mettez ça en avatar et en pseudo, que va penser votre interlocuteur? C'est non. Alors c'est rare les combos avatar-pseudo qui peuvent repousser, mais en général celui-là il est très mal reçu. Je vous résume. En général l'homme est naturellement égoïste pour la majorité. La majorité des personnes préfèrent s'entourer de gens qu'ils estiment agréables d'une manière ou d'une autre, soit parce qu'ils peuvent rire avec eux, soit parce qu'ils peuvent s'élever vers le haut grâce à eux ou avec eux, ou soit parce qu'ils ont des sujets de conversation intéressantes. Ou alors c'est la libido ou le crush qui parle. Mais ça c'est une autre histoire. En attendant, pour en revenir sur l'avatar noir, il est probable que vous fassiez ça pour inspirer l'empathie et la pitié, ou juste pour informer de votre état mental, que les autres soient pas étonnés. Et il arrive que ça fonctionne en vrai, et ça attise la sensibilité envers ceux qui sont comme vous, ou qui ont été comme vous, qui ont vécu la solitude ou le désespoir en gros. Mais pour le reste, à savoir la triste majorité, c'est un véritable répulsif. C'est du cinéma, c'est trop théâtral. Alors ce que je vais dire, je trouve ça super triste, mais pour la majorité des cas, pour qu'une personne ait envie de s'investir pour vous, il faut d'abord qu'elle soit attachée à vous, et donc que vous ayez montré en quoi vous êtes intéressant avant tout. Je précise bien, dans la majorité des cas, pas dans tous les cas. Il y a des bonnes exceptions quand même. Mais dans le cas inverse, si la personne ne vous connaît pas et qu'elle voit un avatar et un message perso pareil, elle peut avoir une certaine pensée qui la traverse comme la flemme. Ah bah ça promet des jours chantants. S'il précise qu'il est seul dans sa bio, c'est probablement car il y a une raison, donc je vais éviter qu'il s'attache à moi. S'il est seul et que je lui parle, il va peut-être s'attacher à moi et va me coller, je vais éviter d'aller plus loin, etc., etc. Si le but de l'avatar noir c'est d'attirer l'empathie ou juste d'informer, souvent ça provoquera un effet pervers et inconscient chez vos interlocuteurs. Et vous risquez très probablement d'être déçu à terme. Bon, allez, bref, un dernier pour notre défilé. Waouh. Tu es si mystérieux. Et souvent, ça utilise l'anglais. Ça passe mieux quand c'est en anglais, ça donne du crédit. En français, ça passe aussi en vrai. La lumière a besoin des ténèbres pour briller. Et les 3 petits points là, ils sont super importants. Ça inspire la pensée profonde. Ça fait réfléchir. Oui, car il est évident qu'une photo de beau gosse comme vous, en noir et blanc, ça donnera encore plus de crédit à votre phrase pseudo-philosophique de première aile en manque de littérature. Vous êtes beau, donc vous savez réfléchir. Vous êtes un être unique, beau et intelligent. Mais c'est bon là, vous chiez comme tout le monde. Je vous imagine à poil assis sur le trône, vous valez pas mieux qu'un autre. Bon, voilà, c'était mon coup de gueule personnel, hors sujet, excusez-moi. Mais par contre, un truc important. Je souris peut-être, mais derrière mon sourire se cache plein de soucis. Bon, on fera fi du fond du message, et intéressons-nous à la forme.
les fautes d'orthographe. L'orthographe, c'est la forme de votre message et c'est malheureusement, et je suis désolé de le dire, ultra important. Vous pouvez avoir des arguments géniaux lors d'un débat, si vous faites des fautes d'orthographe, vous perdez toute votre crédibilité. Si Georges Martin ou Georges W.W. Martin avait fait des fautes d'orthographe dans son bouquin, même si son scénario de Game of Thrones est absolument génial, son livre ne serait jamais sorti. Les gens évaluent inconsciemment votre crédibilité ainsi. Les gens évaluent votre crédibilité non pas que par le biais du fond de votre discours, mais surtout sa forme. C'est la première chose que les gens voient. Si vous faites des fautes d'orthographe, il est fort à parier que derrière vous soyez pour eux probablement quelqu'un de peu pertinent. Et il y a énormément de gens comme ça. Donc faites super attention à votre orthographe et votre bio. Personne ne dira vos défauts, croyez-moi. Faites super attention aux apparences, parce que malheureusement, vous vivez dans un monde où les gens misent majoritairement sur ça. La première impression, la première intuition, on aura beau dire que l'habit ne fait pas le moine, tout le monde s'en fout. Bon, déjà, la phrase d'accroche. La première chose que vous allez dire, le premier message, la première impression, c'est ce qu'il y a de plus important. Alors coucou, salut, hey, bon en général le premier mot ça va, c'est compliqué de se foirer là-dessus. Encore faut-il que vous commenciez en saluant, car des fois c'est assez direct, genre ça va, mort de rire, t'es qui? PTDR, t'es qui? On a aussi le bonjour. Le bonjour le plus austère avec le point à la fin. Le point, c'est important. Alors, en soi, le mot n'est pas un souci en lui-même, même si je préfère quelque chose de plus amical, les goûts et les couleurs, quoi. Mais ton point à la fin, c'est un peu le mood, nous devons avoir une discussion sérieuse. Il faut qu'on parle. Le point final, ça donne un côté formel, abrupt, un ton bien sévère vénère sa mère. Genre, le mec, là, il est à 2 doigts de t'annoncer une mise en demeure. Bon, en vrai, je chipote. C'est juste le respect de la langue française. Je vais pas critiquer ça, mais bon. Genre, c'est comme IRL. Tu vas voir quelqu'un et tu te mets en face de lui. La personne, elle est seule, tu vois. Et tu te mets en face de lui et tu lui dis bonjour. Puis plus rien. Voilà. Absolument plus rien. Jamais tu fais ça en vrai. Jamais. Par pitié. Il existe même un site pour ça. nohello.net. Imagine appeler quelqu'un au téléphone, dire bonjour, puis ne rien dire ensuite. C'est exactement ça. Donc du coup, ensuite, pourquoi tu viens? Pour faire connaissance. Je cherche des amis. Tu veux être mon ami? Alors, comme cité plus haut, le vieux blasé de votre communauté, il a déjà plein d'amis. Pour être plus précis, il a perdu la curiosité de la jeunesse. Il n'a plus la motivation de se lancer à corps perdu dans une aventure sociale comme ça. Notre blasé a tellement l'habitude de ça qu'il est épuisé d'avance. Putain, je connais rien de lui. C'est chelou d'aborder les gens comme ça, il n'a pas un minimum de critères. Il peut se contenter de n'importe qui en ami. Il s'en fout de prendre des risques, de tomber sur un connard. Vas-y, je vais pas me coltiner un simplet, va voir Dora l'exploratrice si tu veux, mais laisse-moi tranquille. Tu viens explorer avec moi? Pour certaines personnes, plus tu as de la bouteille socialement, moins tu es curieux, plus tu restes sur tes acquis. Dis-toi que tu es dans un monde de flemmards. Tu mets ces gens-là dans une bibliothèque, ils ne liront rien de ce qui sort de leur centre d'intérêt. Ils ont la flemme de s'intéresser à autre chose. C'est la pure flemme de lire un livre random jusqu'à l'élément perturbateur pour voir si c'est vraiment intéressant. Je sais pas si vous avez déjà ressenti ce feeling pour autre chose, mais pour le social, pour ces personnes, eh ben c'est pareil. Ils ont la flemme de converser, car de base, là, ils n'ont pas d'attente. Ils ne sont pas en quête de relations sociales, et là, tu arrives là, comme ça. Il était peut-être en train de déjà parler avec quelqu'un d'autre ou de faire quelque chose, et là, il sait qu'en te répondant, il se doit de faire preuve de politesse. Et là, tu débarques en plein milieu de son activité, et il a une putain de profonde non-envie d'investir du temps dans une relation dont il ne sait même pas vers quoi ça va déboucher. Il ne te connaît pas, il ne sait pas si c'est utile de s'investir ou pas. Pour en revenir à la métaphore des livres, les fameux vieux blasés, ils vont probablement se focus sur des livres qui ont déjà une réputation, qui ont une bonne critique, des bonnes notes sur Metacritic. Bah, c'est pareil pour les relations sociales. Ils vont préférer s'attarder sur les gens qu'ils connaissent de réputation, ou qu'ils connaissent tout court via l'ami d'un ami, ou qu'ils ont vu en action dans un channel de conversation qu'ils ont en commun. Donc quand tu leur donnes la raison de ton intervention, quand tu dis c'est pour faire connaissance, c'est pour ces gens-là un véritable répulsif. Vous viendriez avec un avatar de gaz lacrymo, c'est exactement la même. Ou un pied dégueulasse, un coton-tige sale, un mouchoir usagé, c'est la même. Ah, tu viens pour faire connaissance? Je sais pas. Je n'ai pas envie de faire ta connaissance. Pourquoi tu t'imposes à moi? Ça va. Le fameux ça va. Ou le ça va avec un S. Et tout collé. C'est encore mieux. Ou zv. Alors ça aussi, 2 choses dans la tête de notre blasé. À quelle heure tu me demandes si ça va? D'où ça t'intéresse? Par rapport à quoi? On ne se connaît pas. Vas-y, imagine si je te réponds non. Tu fais quoi?
Ah, puis la flemme. Je vais te répondre oui pour dire oui, et après. Le ça va, c'est le running gag pour eux. Fort de leur expérience et des nombreuses fois où ça leur est arrivé, ils se disent que soit ça va se solder par un ok, soit ça sera annonciateur d'une conversation vide. La fameuse boucle iconique du ça va, oui et toi, oui, ok. Le ça va pour eux c'est le gros piège. Ils sentent que ça va être intersidérablement vide. En général, quelqu'un qui vient démarrer la conversation comme ça, c'est qu'il a absolument rien à dire, c'est insolent, et pour pas mal de monde, c'est gênant. Alors personnellement, je trouve qu'il n'y a pas de mal à demander si ça va, même quand on parle à la personne pour la première fois, et je trouve ça même cool, car ça permet de jauger si l'autre est en état de parler ou pas. Mais là, l'argument réside dans le fait de se mettre dans la peau de quelqu'un pour qui ce mot implique une conversation probablement néantique selon lui dans 90% des cas. Bon, revenons sur notre exemple là. On a une personne qui dit « Hey, jusque-là, rien d'anormal ?» Et le fameux « ça va ?» Bah, réponse normale. Et une question ambitieuse, un coup de poker. « Yes, tu veux discuter ?» Bah, ça dépend de quoi. Tu veux quelque chose? Question normale, car c'est large quand même comme question. Bon, discuter. Oh putain. D'accord. Alors là, vous voyez, il a la flemme. Le d'accord, ça veut dire j'ai la flemme, c'est littéral. On sent sa flemme ultime, son âme se décompose. Tu es doux. Alors là, on sent la question juste pour parler. Et ça se sent en fait parce qu'il y a une recherche synthétique de la conversation. Systématiquement, tu aimes quoi? Mais de quoi j'aime quoi? Mais précise tout. Là, notre interlocuteur est achevé. C'est trop pour lui. La conversation s'est arrêtée là. Alors voilà, faisons un résumé. Donc en vrai, il n'y a rien de mal à demander si ça va, il n'y a rien de mal à cette conversation. Il n'y a aucun manque de respect de la part de l'interlocuteur, il est gentil et il essaye de s'informer pour essayer de générer une conversation. Cependant, j'ai pu vous faire un descriptif de pourquoi ce genre de conversation se termine rapidement. Car je me suis toujours demandé pourquoi certaines personnes étaient si aigries face à ça sans pouvoir l'expliquer et pourquoi moi-même j'avais un peu du mal. J'insiste bien en disant certaines personnes. On peut supposer qu'on devient tous des vieux cons si vous voulez, mais ce n'est pas toujours le cas. Certaines personnes ont réussi à cultiver et entretenir une curiosité d'enfant et restent assez pétillants. On va éviter les amalgames. En fait, cette conversation donne l'impression qu'il n'a rien à dire. Il y a une bonne intention derrière ça, il veut interagir. Mais si je devais résumer ce phénomène en un terme, vous êtes face à un parfait exemple de small talk. Alors là, vous vous dites probablement que vous aussi vous faites ça avant d'embrayer sur un sujet qui vous pousse à la discussion. C'est comme une formule de politesse, un automatisme basé sur le respect. Mais moi, je vous parle pas de ça. Je vous parle de gens qui se connaissent pas ou peu. Je vous parle de gens qui ne vous connaissent pas et qui n'embrayeront pas sur une conversation intelligente. Je parle de gens qui veut que ça soit vous qui fasse la conversation. Dans tous les cas, pour ceux qui sont habitués aux interactions sociales un peu trop ou plus que la moyenne, c'est inconsciemment perçu comme les prémices d'une conversation creuse. Une tentative d'amener l'autre à trouver une conversation à leur place. Et pour ceux qui l'ont trop vécu, c'est le red flag. Et à partir de là, 6J de la conversation. Et c'est comme ça que l'on crée la race des blasés. À force d'enchaîner les small talk, certains viennent à préférer les conversations qui ont une certaine profondeur ou une substance. Ils en viennent à trouver le small talk superficiel ou inauthentique. De plus, à force de le vivre, certains peuvent trouver ces interactions sociales épuisantes. De mon côté, ce que je fais, c'est que j'essaye d'exprimer à l'autre mon ressenti. J'essaye de glisser ça dans la conversation. En général, si c'est fait avec de bonnes intentions, que c'est exprimé gentiment, l'autre évolue assez rapidement. Alors attention, cela ne veut pas dire que le small talk est mauvais. Il y en a qui s'en accommodent très bien. Mais dans mon entourage, il y a tellement de gens qui se plaignent du phénomène, je pense qu'il fallait mettre le doigt sur la chose. D'ailleurs, vous avez probablement déjà vu une bio ou une signature qui indique no small talk. Eh bien, vous pouvez les qualifier comme vous voulez, mais en général, ces gens, c'est des gens qui sont vraiment épuisés par ça. Vous pouvez voir ça comme des gens qui ont facilement la flemme et qui overreact à l'idée de se sentir coincés dans une discussion, qui sont forcés de continuer par politesse, mais qui ne les intéresse profondément pas. Imaginez en face de vous une personne qui vous parle pendant des heures sur un sujet que vous n'en avez strictement rien à péter, mais que par politesse ou pour séduire parfois, pour pas vexer, vous faites semblant d'apprécier. Croyez-moi que si vous viviez ça régulièrement, au bout d'un moment, vous ne le sauriez plus. Hey, est-ce que tu veux assister à un combat entre un déshumidificateur d'air et un humidificateur d'air avec moi toute la journée dans la salle de bain ? Bon, vous avez compris que je suis situé entre le blasé et le non blasé, mais j'essaye de me prêter au jeu quand j'en ai le courage, donc de trouver un sujet de conversation, dans l'espoir que plus tard l'autre trouve aussi de lui-même, ou alors quand je suis trop épuisé, j'essaye d'expliquer la situation, de pourquoi j'ai du mal, et j'essaye de l'expliquer avec gentillesse. J'ai aussi des techniques, et il y en a une qui est simple d'ailleurs. Dès qu'on vient me parler, avant même le ça va fatidique, je demande « Bonjour, besoin de quelque chose ?» En général, ça pose un cadre et je trouve ça cool. Bon. On va passer à une pure chétanerie. Je cite « Quoi de beau, quoi de neuf ?»
C'est Chétan! Si vous voulez détruire mon cerveau, vous me posez cette question. Mon cerveau, il fait un reset. Il se vide, instantanément. Je n'ai absolument rien à dire. Il y a R, c'est néantique. Mais de quoi de neuf? Par rapport à quand? C'est la première fois qu'on se parle. Même si on s'est parlé hier, c'est... Non! Y a jamais rien de neuf dans ma vie. C'est une routine improbable. Y a que du 8. Alors, si la réponse vous gonfle, j'ai juste envie de vous répondre contre Uno. Tous mes amis sont prévenus. Ne me posez jamais cette question, sinon j'explose en 1000 morceaux. Et c'est un peu chiant. C'est encore une question pour faire la conversation. Et celle-là, mais... Ah! Encore tu reparles à quelqu'un à qui t'as pas parlé depuis une éternité, d'accord. Mais je sais pas, c'est la question par définition, elle est tellement... Osef! C'est un automatisme, c'est comme s'il te plaît. Limite, la personne qui pose la question, elle s'attend à rien. C'est juste pour continuer la conversation et que ça soit toi qui génère une conversation. Vous remarquez qu'on reprend toujours le même schéma. Ou alors, il y a aussi l'alternative « tu fais quoi ?» Bon, en vrai, je trouve le « tu fais quoi » un peu plus concret que le « quoi de neuf » parce que ça parle plus sur l'instant présent. Le « quoi de neuf », ça implique de te souvenir de tout ce qui s'est passé entre le « quoi de neuf » précédent et le « quoi de neuf » actuel. Et tu sais que tu dois lâcher une réponse concrète pour pas vexer, mais malgré tout, tu sais que l'autre, dans le fond, il s'en fout. C'est comme la question « ça va quoi ?» C'est une question automatique pour une réponse automatique, et là, c'est à peu près la même chose, c'est une question automatique. Ça peut générer des réponses moins automatiques, mais bon. Le « tu fais quoi ?» au moins... ça fait moins réfléchir, tu dis ce que tu fais sur l'instant, et ça va. Même si c'est pas très intéressant, peut-être que ça peut amener un sujet intéressant. Mais dans tous les cas, on met le doigt sur le cœur du sujet. Quand vous faites face à un blasé, dérangé par le small talk, cynique face au comportement des nouveaux, il y a un phénomène qui les insupporte inconsciemment. Tout se résume en une phrase. C'est quand la conversation s'annonce être inintéressante, ou qu'ils sentent potentiellement l'envie chez l'autre que ça soit lui qui doive trouver une conversation, alors que vous êtes nouveau dans sa vie et qu'il n'a pas besoin de vous. Il a déjà probablement des proches avec qui il a des conversations intéressantes, des délires, des private jokes et j'en passe. Et c'est personnellement au nom de ça que j'ai peur de faire chier quand je vais parler aux gens. Du coup, quand je vais parler aux gens, c'est quand j'ai quelque chose à dire ou à raconter. Je ne vais parler aux gens que si c'est marrant, cocasse ou important. Ou quand j'ai besoin d'une information ou que je veux une information. Je n'ai pas besoin qu'on me demande ce qu'il y a de beau dans ma vie ou qu'est-ce que j'ai fait de neuf pour en parler. J'en parle directement. Puis si on est logique, en général, quand vous demandez à quelqu'un ce qu'il fait derrière son PC, il va vous répondre, bah je me fais chier, je travaille, je joue, bah je te parle, je parle avec des gens, bah je te réponds, Ça, c'est les réponses de la flemme, quoi. Et du coup, pour terminer sur ce small talk, quand quelqu'un vous dit « tu fais quoi ?» et que la réponse, c'est pas grand-chose, bah, quelle est la réponse en général ? Cool, ok, accent circonflexe, accent circonflexe. Voilà, c'était l'élément perturbateur qui arrive dans le scénario. Bah super le livre, hein. Non content d'avoir entamé votre conversation néantique, vous terminez cette conversation par votre meilleure série d'accents circonflexes. Et du coup, c'est ainsi qu'en général, vous perdez le fil de la discussion et vous concluez la chose suivante. Je me sens invisible. Je ne suis pas intéressant. Le nombre de discussions qui tournent en notre boudin, et c'est complètement inconscient. Et là, soit vous allez tomber sur quelqu'un de blasé, et la conversation va tourner court, soit vous allez tomber sur quelqu'un d'exactement pareil. Et là, si vous avez tous les deux zéro sujet de conversation, bah 0 plus 0 égale... Oui, ok, mais putain, on dit quoi alors, père casse-couille ? Allons, les enfants, je vais vous résumer la solution en une phrase. Ce n'est pas la discussion qui doit provoquer le sujet de conversation, mais le sujet de conversation qui doit provoquer la discussion. Je le répète, ici on parle de gens qui sont déjà plus ou moins entourés, qui ont déjà un cercle d'amis. Ils n'ont pas forcément besoin de vous. Le souci, c'est pas que vous êtes inintéressant, c'est que vous abordez mal les gens. Ou alors que vous fréquentez que les blasés, c'est selon. Si vous faites partie des gens qui sont souvent confrontés aux problèmes, voici une piste s'il en est, l'amitié ne doit pas être provoquée, il doit se créer naturellement. Si vous voulez vraiment faire connaissance, si vous voulez vous faire des nouveaux amis, vous pouvez d'abord venir avec un sujet ou une question pertinente pour provoquer la dite conversation. Et cette question, cette discussion ne doit pas venir de nulle part non plus. Vous n'allez pas venir de nulle part et aller parler de sèche-cheveux avec une personne que vous ne connaissez pas, même si vous êtes profondément passionné par les sèche-cheveux. Par exemple, ça peut être le prolongement d'une discussion qui s'est engagée dans un channel plus global. Ici, ça parle de Final Fantasy. Les gens en parlent pendant un moment et là, bim, la conversation est coupée car on n'a strictement rien à péter de ce que vous dites et elle poste une vidéo qui n'a strictement rien à voir. Tout naturellement, vous allez donc poursuivre votre conversation en privé avec le ou les concernés. Ceci, c'est une conversation provoquée de manière naturelle. Vous n'y allez pas pour faire connaissance ou que sais-je. C'est juste une conversation entre passionnés de Final Fantasy. La conversation doit se provoquer de manière naturelle. Vous devez éviter de provoquer une conversation avec du small talk. Certains s'en contentent, ce n'est pas une mauvaise chose,
mais ce conseil concerne ceux qui se sentent vraiment seuls dans leur conversation et qui n'arrivent pas à décrocher quoi que ce soit. Si vous venez avec un sujet précis, une remarque précise, une touche d'humour ou que sais-je, ça rendra service à votre interlocuteur. Je pense que vous trouvez vous-même plus logique qu'il soit plus facile d'entamer une conversation si on a quelque chose à partager. Je vous demande de toute façon d'imaginer ça en vrai. Imaginez, vous voyez une personne seule, il mange une pomme, vous ne le connaissez pas et... Coucou, ça va quoi de neuf ? Une autre méthode, c'est de constater qu'une personne a des passions ou un travail sur lequel vous pouvez parler, et donc vous avez un intérêt à aller lui parler. Par ce biais, vous pouvez juste aller souligner que vous lui avez parlé parce que vous avez lu dans sa bio qu'il était passionné d'un sujet bien précis, et que vous avez des choses à dire sur le sujet, ou surtout un intérêt à lui parler de ce sujet. Vous pouvez vouloir recevoir des conseils, ou partager sur le sujet car vous connaissez pas grand monde qui aime la même chose que vous, ou vous pouvez estimer avoir vous-même quelque chose à apporter à cette personne. En d'autres termes, c'est l'information qui provoque la conversation, et pas l'inverse. Une troisième méthode, qui n'est pas trop accessible aux nouveaux, c'est être l'ami d'une personne qui vous intègre. C'est toujours le délire de l'ami d'un ami. Et la dernière méthode, qui est à prendre en compte, et la plus importante, essayez de trouver et de fréquenter des gens comme vous, à savoir des gens qui découvrent la communauté en même temps que vous. Essayez de former votre propre cercle d'amis. N'insistez pas forcément sur les blasés, formez votre propre génération, tout simplement. Bon, après, ne devenez pas sectaire non plus, hein. Restez ouvert à tout le monde, mais ne vous cantonnez pas à ceux qui snobent. Vous pouvez essayer, mais si ça ne fonctionne pas, n'insistez pas et ne vous braquez pas. Prenez ça aussi comme un entraînement et faites votre mieux la fois suivante. Et dernier détail, j'ai donné 4 pistes, il en existe plein d'autres, mais faut que j'évite d'allonger plus encore cette vidéo qui fait déjà 3 quarts d'heure, lol. On pourra en parler lors d'un stream si vous voulez. Est-ce que vous avez remarqué qu'au final, mes conseils s'adressent globalement aux gens qui se sentent invisibles ? Pour le fun, j'ai fait de sorte que ça puisse être dans l'objectif de s'adresser aux popus, entre guillemets. Car c'est le premier exemple qui me vient en tête. Mais plus largement, je dirais que dans une communauté, à mesure qu'elle grandit, il y a comme un système de classe sociale qui se construit. Je vais m'adresser maintenant à ceux qui se sentent de l'autre côté, ceux qui sont facilement blasés. Vous aimez probablement pas trop que les gens viennent vous parler de manière random, qui semblent venir de nulle part, qui ont soit un sujet de conversation random qui vous intéresse pas, soit aucun sujet de conversation, si ce n'est la volonté de vouloir faire connaissance. Bon, sachez qu'en général, ce sont des gens gentils qui ont le cœur sur la main, toujours prêts à aider ou dépanner, et vous trouvez ça probablement très niais, mais bon, c'est comme ça. Mais vu qu'ils subissent ce comportement qui est anodin pour vous, du coup, votre réaction toute naturelle qui fait que vous n'arrivez pas à poursuivre la conversation, fait que cette personne, votre interlocuteur, va aller voir d'autres personnes, et que ça va se passer encore de la même manière. Encore et encore. Et cette personne, à force de recevoir des vents, va considérer qu'elle est inintéressante. Et c'est là qu'elle se sentira invisible. Pourquoi ? Parfois ils semblent vides selon vous. Parfois vous les trouvez cringe, trop jeunes, vous semblent un peu cons ou immatures. Parfois ils ont un défaut hors norme, semblent vouloir faire la conversation de manière synthétique ou semblent inintéressants, tout simplement. Bref, d'une manière ou d'une autre, ils vous insupportent. À plus forte raison qu'en général, ils viennent vous parler, comme suscité, de manière non naturelle et c'est annonciateur de ce type de personnalité. Vous les avez trop vus, vous en êtes épuisés et vous les redoutez. Eh bien il y a une logique, et je pense que vous l'avez compris au fur de la vidéo. Vous avez l'habitude des relations sociales. Vous avez un certain charisme, possiblement. Vous avez la sensation de vite détecter les gens qui sont crédibles et matures. Vous êtes garant d'une bonne capacité d'analyse, visiblement. Probablement parce que vous avez une vie confortable. Ou probablement parce que vous avez réussi à dépasser votre vie inconfortable, c'est selon. Mais si vous avez réussi à vous recadrer, tout le monde n'a pas cette même disposition ou prédisposition à faire ce travail. Sachez que ceux qui se sentent invisibles dans une communauté, ce sont les gens qui ont vécu la solitude assez intensément d'une manière ou d'une autre, que ça soit à l'école ou dans la famille. Ce sont aussi les gens qui ont pu vivre un événement traumatique ou qui ont un trouble de la personnalité ou un autre trouble psychologique. On va prendre un exemple. Ceux qui ont été victimes durant leur scolarité. Ces putains d'enfants uniques là. Ce petit gars là, il est en primaire et il se fait bully par tous ses camarades de classe car il est immature et un peu concon. Admettons. Du coup, il constate qu'il est différent et il essaye de s'en sortir. Le premier réflexe des gamins qui se font bully, c'est d'essayer de changer de comportement. Souvent, ils essayent d'avoir l'air plus dur, ou ils peuvent faire semblant d'être intégrés, essayer l'humour, adoptent la technique des bonbons offerts à la cour de récré en gros. Mais le problème, c'est que vu que tout le monde lui a collé un post-it sur le front, toute tentative de modification de son comportement sera perçue comme non naturelle et bizarre, et on se foutra d'autant plus de sa gueule. De fait, il s'entraînera à autre chose, à trouver une méthode pour mieux encaisser le bully et moins souffrir. En d'autres termes, il ne s'entraînera plus à progresser parce qu'on ne lui donne pas l'opportunité, il s'entraînera juste à moins souffrir. Quand on dit que l'homme est un loup pour l'homme, c'est excessivement vrai chez les enfants. Petite anecdote, chez les loups, notamment, en tout cas, ceux dans
dans les parcs animaliers de Sainte-Croix, vous pouvez observer un phénomène très dur. Vous avez un loup, et c'est l'oméga visiblement. Ce loup oméga a la queue entre les jambes, les oreilles baissées, et reste tout le temps sur sa petite parcelle de terrain, la plus boueuse et désagréable, bien entendu. Il adopte la position de soumission, et ça s'observe justement par la queue entre les jambes. Si ce loup, il a le malheur de sortir de cette zone, les autres loups vont aller le mordre. Si de la nourriture est jetée, c'est à peine s'il a le droit de prendre ce qu'on lui a laissé. Ceux qui s'occupent du parc Sainte-Croix, ils jettent de la nourriture, et ils en jettent plus spécifiquement dans la direction du loup oméga pendant que les autres loups ont le dos tourné. Sinon, il pourrait juste pas se nourrir. Et attention, il doit se grouiller de bouffer, parce que dès que les autres loups le voient bouffer, ils vont aller le mordre, car il a osé manger un peu. C'est horrible. C'est vraiment horrible à regarder. J'ai donc demandé une explication, et ils m'ont répondu, c'est pour l'harmonie du groupe. Il faut un loup sur lequel tous les autres loups sont d'accord. Ça permet l'harmonie du reste du groupe. Eh bien, c'est le même à l'école. C'est à cet endroit bien précis qu'une bonne partie des soucis et des traumas se forment. Du coup, ce gamin, d'année en année, il ne peut pas s'entraîner socialement. Il accentue son retard en termes de relations sociales et d'intelligence interpersonnelle, car il loupe des années d'entraînement. Quand les autres se foutent de sa gueule, ça ne l'aide pas à progresser, et bien au contraire, ça l'entasse. Et là, je ne parle que de ceux qui vivent la solitude et le stress provoqué par les camarades de classe. Je ne parle même pas de ceux qui la vivent en famille, ou qui la vivent en plus en famille. Donc maintenant, à présent, voici les réactions que je vois souvent vis-à-vis des gens qui vous ont cringe. Non mais, si on se fout de sa gueule, c'est pour le faire réagir. Si c'était le cas, la tête de Turc de chaque classe évoluerait et ça n'a jamais été le cas. Vous croyez vraiment que c'est en se foutant de sa gueule qu'il va réaliser ou évoluer? Non, pas du tout. Car comme déjà expliqué avec la meute de loup, il aura une étiquette sur le front et s'il cherche à évoluer, à changer de stratégie dans sa manière d'interagir, ça vous semblera bizarre. La première impression est importante et dès qu'on a une étiquette sur le front, dès que vous cherchez à évoluer, ça sera perçu comme louche. Ça sera perçu comme une stratégie. Ça ne paraîtra pas naturel. Ça sera même une occasion de plus pour se foutre de sa gueule. Quand on a une étiquette comme ça, on est coincé. Et pendant toute une putain d'année scolaire. Genre t'as loupé l'examen d'entrée, tu loupes 1 an, direct. Seconde réaction, bah moi aussi j'ai été victime de la classe et j'ai réussi à m'en sortir. Alors cette réaction, c'est celle qui me fout le plus les boules, parce que ça suppose que tu as vécu l'horreur que représente cette situation, et que malgré tout tu es capable de faire la même chose que ceux qui se sont foutus de ta gueule à l'époque. Il faut que tu comprennes qu'il existe plein de types de victimes, autant qu'il y a de types de vécus. Ton cas et ton vécu n'est pas celui d'un autre. Il y a plein de biais différents, la façon avec laquelle tu as vécu la solitude, ton entourage, ce qui t'a permis de t'en sortir, ton physique, ton gabarit. Il y a une infinité de facteurs qui feront que tu vivras la chose différemment, et par conséquent que tu t'en sortiras différemment. Quelques exemples de victimes dans le cadre scolaire. Ceux qui ont décidé de se renfermer sur eux-mêmes pour se protéger. Il y a des gens pour qui, pour ne plus souffrir, ils mettent leur cerveau sur off. Et ils finissent par ne plus être affectés par les insultes et les moqueries. C'est ce qu'on appelle la dissociation. C'est un mécanisme de défense où une personne se déconnecte de ses pensées, de ses sentiments, de ses souvenirs ou de ses sens pour créer une distance émotionnelle de ce qui se passe autour d'elle. Il y a aussi ceux qui s'isolent. Eux, ils font tout pour éviter les interactions sociales. Chez eux, c'est le syndrome d'évitement et de l'associabilité. Et parfois, il y a une phobie sociale. Et ça me fait penser au terme japonais ikikomori, qui désigne des individus qui s'isolent de la société en restant chez eux pendant des mois ou des années. Et bien ça commence dès la petite scolarité. Il y a ceux qui développent une mauvaise foi légendaire aussi. Ils en ont marre d'être abaissés. Donc ils se mettent à contester dès qu'ils se sentent abaissés. À un point que c'est ridicule. Et c'est ainsi que sont créés les mythomanes, en son sens maladif j'entends, des complexes d'infériorité, qui impliquent que dès que quelqu'un essaye de les aider, ils se sentent infantilisés et réagissent fatalement mal. Et pour la plupart, ça crée et ça contribue énormément à des potentiels troubles de la personnalité. Ceux qui deviennent violents d'une manière ou d'une autre et qui s'extrémisent. Alors, ce n'est pas confirmé, mais nous avons par exemple Hitler qui aurait visiblement eu une scolarité désastreuse socialement. Nous avons aussi eu, alors désolé si je prononce mal leur nom, Erich Harris et Dylan Klebold. Ce sont les tireurs du massacre de Columbine et qui étaient victimes d'intimidation à l'école. Vous devinerez probablement ce qui a motivé leur geste. Bon, après qu'on s'en tienne pour dit, ce n'était pas visiblement la seule raison de leur acte, mais ça en faisait partie. Ah, et ne faites pas de généralité, dans le cas inverse, nous avons Oprah Winfrey, Taylor Swift, Lady Gaga, Tom Cruise, Steven Spielberg, etc. Et d'ailleurs, ces gens-là sont la preuve littérale qu'on ne s'en sort pas tous de la même manière devant un vécu comme ça. Bon, maintenant que j'ai énuméré 4 exemples qui prouvent qu'on n'évolue pas forcément tous de la même manière quand on se fait bully, on m'a dit ceci. Ouais, on leur a expliqué calmement c'était quoi
quoi leur souci, une fois, 2 fois, 3 fois, mais ils ont pas évolué quand même. Bah évidemment, pensez-vous qu'un conseil, 2 conseils ou 3 conseils vont les faire évoluer? Comme déjà dit, quand on vous colle un post-it, c'est fini pour toute une année entière. Et en général, ils ont 15 à 20 ans à rattraper. 15 à 20 ans où ils n'ont pas eu d'aide, où ils ont été seuls, où ils ont été trollés de A à Z. Ne vous attendez pas à ce qu'il évolue en un conseil. Vous savez, les interactions sociales, le fait de savoir s'analyser et de savoir interagir, bah c'est une forme d'intelligence à part entière. C'est comme l'orthographe, vous n'allez pas faire 0 faute du jour au lendemain. D'autant que, vous en doutez, certains sont moins prédisposés que d'autres, mais bon, ça c'est une autre histoire. Ouais bon alors, père casse-grain, on fait quoi? Je suis pas psy, j'ai autre chose à faire que de m'occuper de ces gens. Vous avez raison, je ne peux pas vous obliger à vous occuper de ces gens. Vous n'avez peut-être ni le temps, ni les capacités de le faire. Vous avez déjà votre vie, et vous n'avez pas à vous soucier de rendre visibles ceux qui se sentent invisibles. Ok d'accord. D'ailleurs, j'ai déjà eu des remarques de gens qui ont essayé d'aider, mais qui n'ont pas eu les remerciements qu'ils espéraient. Vous auriez même peut-être peur qu'ils s'attachent trop à vous en conséquence. Ok, je comprends. Par contre, une chose, ne soyez pas méchant. Essayez, si vous pouvez, de ne pas aller se foutre de sa gueule en privé avec des potes. N'allez pas l'afficher publiquement en mode what the fuck son comportement. Vous ne le connaissez pas. À la limite, vous cernez un petit souci durant la conversation, bah essayez de lui donner un conseil, juste un, et après vous arrêtez la conversation, mais gentiment. Et vous pouvez même le ramener vers cette vidéo. Peut-être. Mais dans tous les cas, ça ne vous coûtera pas grand chose de lui répondre gentiment et de l'orienter un peu. Et si vraiment vous avez la flemme, bah, ne répondez pas. Ou prévenez juste en message perso, pas de small talk, par exemple. Mais surtout, ne vous foutez pas de sa gueule et encore moins en public. Car si ça c'était censé l'aider, ça ferait longtemps qu'il aurait fait ses preuves. Si vous donnez des petits conseils, faites attention à la forme de votre discours aussi. Si vous êtes moqueur, dédaigneux, suffisant, ou que vous conseillez en mode, bah, c'est évident pourtant. Si vous montrez que vous êtes en colère ou agacé, la seule chose que vous provoquerez, c'est la potentielle mauvaise foi. Donc, à défaut, ne faites rien pire. Mais surtout, ne leur montrez pas qu'ils valent que dalle. Car vous allez juste approfondir leurs troubles. Et dernière chose à retenir, je n'ai cité qu'un exemple ici. Celui de la solitude et du bully à l'école. Mais il y a tellement de raisons de manquer de compétences sociales que je vous invite à ne pas juger ces gens sans savoir leur passif. Bon, j'ai survolé de mort pas mal de sujets. Vous vous doutez bien qu'il y aurait énormément de choses à dire et à redire sur certains sujets. Vous pouvez voir ça comme une sorte d'introduction. En tout cas, durant cette vidéo, j'ai essayé de faire comprendre aux gens qui se sentent isolés pourquoi ils ont du mal et je leur ai donné un début de piste pour mieux s'en sortir. Et là, on a parlé que de la base, du premier abord. Et quant à ceux qui ont développé une certaine sensibilité au cringe et qui sont épuisés des small talk, bah comprenez qu'on a aussi pas mal survolé. On a quand même été un peu plus en profondeur que le point de départ, mais c'est un sujet super vaste. Comprenez plusieurs choses. Ceux qui ont un comportement parfois niais, qui sont un peu trop sensibles, c'est probablement parce qu'ils n'ont pas eu le même point de départ que vous. Ça dépend de la génétique, de la biologie, de l'environnement. Et par rapport à l'environnement, ça dépend de où vous avez grandi et avec qui, votre famille, votre école, les événements que vous avez vécus. Et ça, ce sont que des choses que personne ne choisit. Et c'est après des années et des années vécues dans un contexte donné qu'entre 14 et 18 ans, vous intégrez votre premier fandom. Pour ceux qui sont déjà blasés, vous pouvez pas espérer que ces gens évoluent en un jour. Ils ont des années de vécu derrière eux, et ils sont jeunes. Quant à ceux qui ont vécu la solitude, le monde n'est pas composé de gens sympas. En maternelle, il y a que des franklins, ils veulent tous devenir ton pote et jouer avec toi, mais avec le temps, il y a certaines personnes qui deviennent élitistes. Souvent parce qu'ils sont à l'aise socialement, mais aujourd'hui, malgré le retard que vous avez accumulé, vous êtes présent dans ce fandom, et que même si vous avez du retard socialement, les 2 outils que vous devez absolument avoir, c'est d'être ouvert d'esprit, être de bonne foi. Ça a l'air basique comme ça, mais c'est extrêmement compliqué, parce que ça implique de mettre sa fierté de côté. Il faut que vous reconnaissiez que vous êtes en retard et il faut que vous commenciez à savoir pourquoi vous l'êtes, et c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo sur le premier abord par écrit. Je parle du tout début et de l'abord de la relation, je ne parle pas encore de comment la poursuivre, et là-dessus la première chose que je vous conseillerais c'est de prendre pour modèle des gens qui ont l'air de s'en sortir, d'essayer de comprendre comment ils fonctionnent et pourquoi ça fonctionne. Mais ça on verra peut-être ça dans une autre vidéo. En attendant, essaye de fréquenter des gens qui ont un vécu comme le tien, des gens qui ont développé une forte sensibilité, et peut-être que vous réussirez à vous comprendre et à vous aider mutuellement. Voilà, une fin de vidéo moins fun, sujet sérieux. Il est assez difficile de traiter le sujet en faisant des jokes. Comme vous avez remarqué, j'avais besoin d'en parler, je pense. Promis, la prochaine vidéo traitera d'un tout autre sujet bien plus con, et on alternera entre sujets cons et sujets importants, et bien entendu, on mettra 3 ans entre chaque vidéo. On s'entend. Sur ce, aimons-nous, comme dans les Schtroumpfs, faisons la ronde, et à la prochaine!